Salut, bienvenue dans ce chapitre sur le mouvement. Alors ce chapitre, je le connais bien puisque c'est moi qui l'ai écrit. Donc je vais t'expliquer tout de suite pourquoi je l'ai divisé en 3 parties et donc je ferai 3 vidéos. En route! Sur cette première page de gauche, tu peux voir une image dont nous allons parler tout de suite et ici j'ai décrit les 3 parties. Donc première partie, nous parlons du mouvement en général. Deuxième partie, nous verrons ce que c'est que la trajectoire et enfin troisième partie, nous parlerons de la vitesse. Alors j'ai choisi cette image parce que dessus, nous pouvons voir quelque chose que nous voyons rarement dans la vraie vie. En effet, quand tu regardes un avion dans le ciel, eh bien certes tu le vois se déplacer, à un moment donné il est quelque part, puis si tu attends un petit peu, il est ailleurs, mais tu ne vois pas par quel chemin il est passé. Or ici, avec les avions de la patrouille de France qui laissent de la fumée colorée derrière eux, de manière à obtenir le bleu, blanc, rouge du drapeau national, eh bien, quand ils font leurs acrobaties qui sont spectaculaires, on voit le chemin par lequel ils sont passés. Donc je te laisserai réfléchir un petit peu, tu pourras mettre sur pause, pour savoir si le mouvement de ces deux avions par exemple, qui est ici, est le même que celui de l'avion à la traînée rouge ou de l'avion à la traînée bleue. À toi de voir, nous en reparlerons. Les deux petits personnages qui sont en haut, les deux demoiselles, se posent la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de savoir si l'on va vite ou pas. Ça rejoint le point 2, le point 3, pardon, la vitesse, ou bien savoir par où l'on passe, ça c'est ce qui concerne la trajectoire, c'est le point 2. Alors nous, on va commencer par voir ce qui se passe pour ce skieur. Donc j'ai choisi cette photo pour plein de raisons. D'abord, j'adore le ski, j'en profite pour dire bonjour à Claude, Sia et Noé. Et puis ensuite, parce que cette photo est très intéressante, elle nous montre en effet le chemin suivi par ce skieur. Alors je dis ce skieur parce qu'il n'y a pas des centaines de skieurs. C'est toujours le même, mais grâce à un procédé technique qu'on appelle la chronophotographie, eh bien on arrive à superposer l'ensemble des endroits par lesquels il est passé. Et donc sur cette image, les choses qu'on ne voit qu'une fois, comme ces personnages ou cette porte-là, n'ont pas bougé au cours du temps, tandis que le skieur, lui, a changé d'endroit au cours du temps. Eh bien, être en mouvement, c'est ça, c'est changer d'endroit au cours du temps. Si tu prends 2 photos successives, de quelque chose autour de toi et puis que rien ne bouge sauf quelque chose qui a changé d'endroit, eh bah, ce quelque chose est en mouvement. Voici un détail de la vidéo qui est associée à l'image dans le livre, numérique, que tu peux aller trouver sur internet, hein. Alors, j'ai choisi cet arrêt sur image, pourquoi? Parce que ici, nous voyons le skieur à cet endroit-là, le voici à l'entrée de cette courbe. Et puis en fait, eh bien derrière lui, on voit le chemin par lequel il est passé et puis on voit même le chemin qui va être devant lui. Alors c'est un peu surprenant puisqu'il n'est pas encore passé par ce chemin-là. Donc d dans la vie au quotidien, on ne voit jamais le chemin qu'on vient d'emprunter ou celui que l'on va emprunter. C'est des cas très particuliers comme celui de la patrouille de France, mais c'est aussi le cas ici. Alors la raison est simple, c'est qu'il y a probablement des dizaines d'autres, compétiteurs, d'autres skieurs qui sont passés avant celui-ci et donc au fur et à mesure, ils ont creusé la neige pour essayer de trouver la meilleure trajectoire possible, le meilleur chemin possible. Et donc, eh bien, au fur et à mesure qu'ils sont passés, eh ben, ils ont creusé la neige, et donc ça nous permet de visualiser l'ensemble des trajets par lesquels sont passés les différents skieurs. Donc, normalement, on pourrait voir ce qui se passe derrière ce skieur. S'il avait été le premier, on verrait sa trace derrière lui, mais on ne verrait pas un corps de trace devant lui puisqu'il ne l'aurait pas encore effectué. Mais ici, il y a déjà d'autres skieurs qui sont passés, et ça permet de visualiser la trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des points par lesquels il est passé. Donc l'intérêt de ce skieur, c'est de nous montrer l'ensemble des points par lesquels on passe, ce qu'on appelle la trajectoire. Venons-en maintenant au lièvre et à la tortue. C'est un autre aspect du mouvement qui va nous intéresser ici. J'ai choisi le lièvre et la tortue, évidemment en référence à la fable de La Fontaine, pour symboliser le fait que le lièvre représente un animal qui se déplace rapidement, qui va vite, alors que évidemment la tortue est le symbole de la lenteur. Donc vite, lent. La grandeur physique qui m'intéresse ici, c'est la vitesse. Au passage, je te rappelle qu'il faut toujours représenter les échelles quand on a des êtres vivants ou des objets géologiques qu'on veut étudier. Donc ici, 10 centimètres correspond à cet écart sur la photo, et ce même intervalle ne représente que 5 centimètres pour la tortue.
Donc en clair, la tortue devrait être 2 fois plus petite que, le lièvre si elle avait été placée si on avait placé les 2 l'un à côté de l'autre. Mais avant de rentrer dans le détail de la trajectoire et de la vitesse, il y a un point très important qu'il nous faut voir ensemble. Eh bien, ce point, pour le comprendre, nous allons parler du manège. Le manège, j'espère que tu es déjà monté sur un manège. Voici un exemple classique, celui qu'on appelle les chaises volantes. Alors, dans cette image, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui sont assis là, et évidemment, ils sont en train de tourner autour de l'axe central du manège, qui n'est pas visible sur cette photo, mais vu depuis là où ils sont, eh bien, ils voient l'ensemble du monde tourner autour d'eux. Et donc, eux, ils vont dire, ben, ce n'est pas moi qui suis en train de bouger, c'est l'ensemble du reste du monde qui tourne autour de moi. Les seules choses qu'ils voient de fixe, eh bien, c'est leurs voisins, et puis les voisins ou voisines qui sont devant eux. Donc eux, ils ne les voient pas bouger, ils les voient toujours au même endroit, et puis s'ils se regardent l'un à l'autre, ils se voient toujours au même endroit. Donc, la perception que nous avons du mouvement dépend de l'endroit depuis lequel nous observons. Cet endroit porte un nom, c'est ce qu'on appelle un référentiel. Eh bien, en physique, c'est très important de préciser quel est le référentiel que tu utilises, parce que sinon tu risques de dire des bêtises. Ou bien, si tu ne le précises pas, la personne à qui tu veux communiquer des informations risque de comprendre autre chose ou de mal comprendre ce que tu voulais lui dire. C'est ce que j'ai résumé ici, en premièrement proposant de réaliser une expérience du même type mais avec une chaise pivotante. On place quelqu'un dessus, il tourne sur lui-même, il va voir le reste du monde et l'ensemble de ses camarades tourner autour de lui. Mais les gens qui sont dans la classe, eux, ils vont dire pas du tout, c'est celui qui est sur la chaise qui tourne. Eh bien, tous les deux ont raison. C'est le point D, de quoi dépend le mouvement de l'objet, de l'endroit depuis lequel on observe, depuis le référentiel. Eh bien, le problème est le même concernant le tapis roulant. Le mouvement perçu par les personnages A, B, C et D sera différent, et c'est lié à leur situation qui est différente. Cet exercice est un peu difficile, je vais te faire une vidéo à part pour t'expliquer ceci en détail. Je préfère dans cette vidéo te présenter la suite, et en particulier te parler de Galilée. Galilée est un très grand physicien, un des plus grands savants et scientifiques qu'il y ait jamais eu, et en particulier, autour de 1600, il est le premier à avoir fait quelque chose qui n'avait jamais été fait jusque-là. Il a décidé de faire des expériences pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde qui est autour de nous, comment fonctionne la physique. Évidemment, avant lui, on avait déjà découvert des tas de choses extraordinaires. Mais la différence, c'est que jusque-là, on observait ce que la nature nous proposait. On observait dans le ciel le mouvement des étoiles, des planètes, on observait l'eau qui chutait, ou des choses comme ça. Mais lui a été le premier à dire, je vais faire mon expérience à moi pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors il avait des idées qui étaient un peu révolutionnaires pour l'époque. Et donc, c'était pas forcément facile de les faire comprendre à tout le monde. En plus, à l'époque, il était, difficile d'aller contre ce que disait l'Église catholique apostolique romaine et donc, les risques, d'être, excommunié, voire même d'être condamné au bûcher, étaient assez grands, hein. C'est arrivé à d'autres, comme un grand savant qui s'appelle, Giordano Bruno, que tu pourras voir un peu plus loin dans le livre, si ça t'intéresse dans la partie culturelle. Donc Galilée a eu cette idée intéressante, c'est de dire si je veux transmettre des connaissances, il faut que je le fasse par un moyen détourné, sans qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Du coup, il a proposé d'écrire un livre sous forme de dialogue avec plusieurs personnages. Des personnages qui étaient un peu naïfs et qui posaient des questions qui avaient l'air un peu bébêtes, des personnages savants qui donnaient le discours officiel, en particulier le discours de l'Église, et puis des personnages savants, scientifiques, qui proposaient autre chose. Et en faisant ça sous la forme d'un texte où les uns et les autres se répondent, il a pu faire passer des idées qu'il aurait pu difficilement faire passer autrement. Alors, son expérience qu'il décrit est assez simple à comprendre, et pourtant, les réponses ne sont pas si évidentes. Donc il dit dans la cabine d'un navire, on accroche un seau d'eau, et puis on laisse tomber de l'eau dans un seau. Jusque-là, tout va bien. Mais la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui se passe
quand le bateau avance. Alors évidemment, on va imaginer un bateau parfait qui n'est pas en train de tanguer, il n'y a pas de vagues, il avance à vitesse régulière et tout ça. C'est ce qu'on appelle une expérience par la pensée. Alors, cette expérience par la pensée peut être réalisable, hein. Plus tard, en physique, il y a eu d'autres grands physiciens, comme par exemple Einstein, qui ont proposé des expériences par la pensée, et toutes n'ont pas pu être réalisées à son époque. Mais certaines expériences que Einstein a inventées vers 1905-1910 ont été réalisées il y a quelques années seulement. Revenons à 1632. Eh bien, ici, je vais te montrer dans une vidéo séparée ce qui se passe. Malheureusement, depuis chez moi, je ne peux pas réaliser l'expérience, qui consiste à refaire l'expérience du bateau de Galilée avec un chariot, une ampoule à décanter et une éprouvette graduée, et faire ça dans le couloir du collège. Donc quand je reviendrai, j'essaierai de te présenter ça. En attendant, il y a d'autres situations où on peut voir un mouvement qui diffère suivant le point de vue. Et ça, c'est grâce aux caméras d'action. Donc je ne vais pas citer de nom pour pas faire de publicité, mais il y a des noms qui deviennent des noms courants de ces petites caméras qu'on peut porter sur la tête ou bien qu'on peut mettre sur le guidon de son vélo. Et on voit bien ce qu'on appelle des caméras subjectives parce qu'on a l'impression d'être à la place de la personne qui filme. Eh bien ici, nous avons une perchiste américaine qui a embarqué plusieurs caméras à différents endroits. Une caméra qui est posée ici, tout au bout de sa perche, et c'est ce qu'on voit par exemple ici. Le lien ne passe pas directement en étant filmé, donc je te donnerai le lien pour aller voir la vidéo. L'idée de mouvement existe à toutes les échelles, depuis les échelles astronomiques jusqu'aux échelles microscopiques. Donc ici, deux exemples pour montrer que l'intérieur du corps, on nous dit souvent que c'est constitué de cellules. Eh bien, ces cellules sont aussi en mouvement pour certaines. Voici un spermatozoïde, voici des bactéries. On voit que l'échelle n'est pas tout à fait la même. Les bactéries devraient être 3 fois plus petites pour respecter l'échelle du spermatozoïde. Et bien même à cette échelle-là, microscopique, eh bien, il y a ces êtres vivants qui sont en mouvement. Et ils peuvent se déplacer à des vitesses qui sont relativement importantes. Et en tout cas, on voit que le moteur, entre guillemets, la flagelle qui tourne sur elle-même ici, un peu comme une pale d'hélicoptère, se tourne à 300 fois par seconde pour une bactérie. Alors maintenant que nous avons vu les concepts généraux sur le mouvement, je te donne rendez-vous dans la deuxième vidéo pour parler plus précisément de la trajectoire. À tout de suite!